Hey, bienvenue à Inspiration aujourd'hui pour une 18e fois. Et oui, notre podcast est maintenant majeur et vacciné, Isaïe. Eh oui, 18e épisode. Par contre, on est un peu déçu de comment on retourne pour notre 18e épisode. Oh, 18e, pardon. ouais, c'est plate. On retourne au Zoom. Il y en a qui vont être contents parce que maintenant, on nous voit la binette sur YouTube. Mais par contre, maintenant, moi et Isaïe, on a décidé de faire ça séparément, chacun chez nous respectivement. Donc maintenant, vous allez pouvoir nous voir à trois endroits différents sur YouTube. Puis si vous l'écoutez ailleurs que sur YouTube, bien, ce sera la même maudite affaire. Donc maintenant, on va juste plugger notre commanditaire, Drummond Music. Malgré qu'on soit maintenant tous séparés, Drummond Music nous accompagne encore avec le son, hein, Isaïe? C'est super le fun. C'est mieux que nos micros d'ordi qu'on avait pendant le premier confinement. Autant que les épisodes c'est quoi, 11, 12, 13 étaient super bons de qualité de contenu, mais sonore, ça allait pas du tout. Fait qu'on remercie Drummond Music. Même si le son, peut-être sur Spotify, iTunes, ne sera pas parfait, Drummond Music nous aide beaucoup pour qu'on ait une meilleure qualité. Le Zoom, ça aide pas, mais les micros et tout. Donc, allez les encourager. Zone Rouge égale pas d'événement. Donc, Drummond Music. Niveau événementiel, ça ne peut pas fonctionner en ce moment. Donc, si vous voulez acheter des cordes de guitare, acheter un instrument, demander conseil pour vos instruments ou peu importe, allez les voir, allez les encourager au lieu d'aller encourager des big names et surtout aller les encourager au lieu d'encourager des Amazones qui font des millions de dollars et même des milliards. Oui, c'est bon. C'est bien dit. Vive la gauche. Donc, donc ça, c'était ma critique sociale. Bon, donc, on va commencer. Juste avant de commencer, on vous rappelle d'aller voir le plan de match sur www.inspiration.com. 7 rédacteurs qui écrivent sur 7 sports différents. On a même 2 nouveaux rédacteurs depuis très peu. Donc, allez les voir. Je vous réserve la surprise en allant sur le site web. C'est à www.inspiration.com. Donc, on est prêt à commencer, Isaïe? Yes! Yes, donc aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'un sport qu'on n'a jamais parlé à Inspiration. C'est un sport qui est, je dirais, le monde de ce sport-là et le milieu est assez méconnu des gens. Plusieurs stéréotypes, plusieurs préjugés, je dirais, pour certains. On va tous les démentir aujourd'hui avec quelqu'un qui est vraiment sans fil. C'est quelqu'un qui a fait sa marque dans ce sport-là. Il a coursé contre des Lance Stroll, contre des Nelson Piquet Jr., des anciens courseurs des anciens ou actuels courseurs de F1. Donc, j'accueille aujourd'hui Zachary Scalzo. Bienvenue à Inspiration. Salut Isaïe, salut Anthony, merci de me recevoir à Inspiration. Je suis vraiment content de faire partie de votre super beau projet. Merci à toi. C'est super le fun parce qu'on a l'impression qu'on reçoit toute ma gang d'amis. On a reçu Louis-Philippe Hamel, Damien Sirène. Là, c'était à ton tour. Donc, il y en a qui vont commencer à se sentir oubliés si on ne les Ex- invite pas. Exactement, il va falloir vous envoyer des petits messages, là. Ouais, exactement. Donc, on va commencer. Zach, comment ça a commencé la course pour toi? Parce que pour vrai, c'est quelque chose qui est pas commun. Là. Tu sais, je veux dire, il y a plus de jeunes qui jouent au hockey qu'il y en a qui font du karting. Ben, écoute, Anthony, c'est une bonne question parce que je vais renchérir sur ce que tu dis. Je crois qu'il y a plus de jeunes qui jouent au hockey à Drummondville qu'il y a de gens qui font du karting au Canada. Euh, c'est, c'est quand même assez rare comme sport. C'est un peu obscur, mais j'aime ton introduction. Ce monde-là fait quand même partie d'un monde que les gens connaissent beaucoup mieux, la Formule 1, le NASCAR et tout. C'est une discipline qui, d'habitude, les gens utilisent pour se rendre dans les disciplines plus professionnelles. Donc, comment est-ce que les gens commencent en karting et en course automobile en général? Écoutez, dans mon cas, ça a été très simple. Mon père en a fait. Mon père, qui peut-être que les plus vieux inspirateurs, ceux qui écoutent le podcast, qui aiment la course, Alain Scalzo, et son, Les inspirateurs, c'est réglé, ça. et voilà, sont baptisés maintenant. Donc, en fait, le duo Dominique et Alain Scalzo, qui dans les années 80-90 faisait de la course au Québec, ont fait plusieurs courses à Drummondville. On a même fait de la Formule Ford sous le chapiteau de Team Scalzo.
En fait, moi, c'est vraiment là que je viens c'est ça. Mon père m'a montré comment faire. Il m'a acheté un petit kart quand j'avais 8 ans. On est allé à Trois-Rivières essayer ça. Puis il me l'avait quand même. Il m'avait pas tout donné l'accélérateur parce qu'on s'entend, j'étais quand même assez jeune. Mais après quelques tours, j'ai dit, papa, je vais aller plus vite, je vais aller plus vite. Et il ne s'est pas dit youpi, il s'est dit oh non, parce qu'il s'est embarqué dans une entreprise qui a duré quand même longtemps et qui a coûté quand même assez cher. OK. Puis comment que ça a passé, mettons, de OK, on fait ça pour le fun à OK, on essaie de gagner des courses? Euh, eh bien, Anthony, je ne te mentirais pas en disant que le fun, c'est le fun d'aller sur un circuit, mais c'est le fun de gagner aussi. Et je crois que c'est allé avec. Je crois que mon père a remarqué un peu l'opportunité que j'avais. Je vous mentirais pas, les gars, si je vous disais que je fais partie d'une cohorte de pilotes qui est assez exceptionnelle. Euh, en course automobile, en tout cas, de ce qu'on voit, c'est qu'à chaque 20-30 ans, il y a une vague de pilotes de grand talent qui arrive. Puis moi, j'étais direct là-dedans parce que justement, je pense à tous les pilotes contre qui j'ai coursé. Il y en a une grande majorité aujourd'hui qui sont des pilotes professionnels, dont certains justement en Formule 1. Fait que j'ai l'impression que mon père a peut-être saisi cette opportunité-là. Il s'est peut-être dit, hey boy, OK, mon fils aussi, j'avais quand même des performances bien pour mon âge. Fait qu'on s'est dit, ben écoute, de fil en aiguille, regarde, le jeune, il aime ça. Il est dans un milieu qui est super compétitif. Qu'est-ce qui pourrait mal aller? On va continuer de pousser, pousser, puis c'est devenu de plus en plus compétitif. OK. Puis Puis, tantôt, vas-y, Zaï. ouais, tantôt, tu parlais du niveau financier. Est-ce que, parce que on s'entend à la course automobile, mettons, tu joues au hockey, tu as besoin de pads, d'épaulettes, mais là, on parle d'auto, on parle de kart, Ouais. on parle. Fait que c'est quoi le. J'ai C'est quoi aimé ce que tu que as ça dit demande? épaulette avant le bâton. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Fait que c'est quoi au niveau du. C'est un fan de Georges Larac qui rentre dans les jeunes en Ouais. bande, c'est pour ça. À ma shape, je suis un fighter. Et voilà. C'est ça. Fait qu'au niveau du temps et au niveau financier, qu'est-ce que ça demande, ce sport-là? OK. Ben, c'est une question qui est quand même assez commune, je ne mentirais pas. En toute honnêteté, selon moi, pour être compétitif en Amérique du Nord et au Canada, mettons. Donc, OK, on va aller avec le Canada, parce qu'Amérique du Nord, c'est quand même assez gros comme niveau. Mettons, pour être compétitif au Canada, dans la scène du karting, qui honnêtement n'est pas si énorme que ça, pareil, ça serait l'équivalent, d'après moi, comme un provincial au Québec. Euh, Écoutez, honnêtement, là, en bas de 50 000 par année, c'est difficile sans commanditaire. Là. Mettons, si on inclut des commanditaires, mettons un total de 50 000 qui est dépensé dans le karting. Selon moi, c'est quand même assez difficile de compétitionner dans le top 5, top 3 au Canada. Je dis ça parce que, personnellement, avoir couru contre des pilotes qui les budgets pouvaient être facilement, puis j'exagère pas, 10 à 20 fois plus élevés que ça. C'est arrivé quelques fois. OK, fait que toi, tu dis que, mettons, il y a des parents qui injectent 1 à 2 millions dans leurs enfants année après année. Année après année, oui. Puis je sais que c'est des chiffres qui, pour la plupart des gens, pour moi-même, pour 99,9% des gens, sonnent immenses et ils le sont. Mais oui, je me souviens justement, il a coursé contre Lance Stroll à environ 12-13 ans. 13-14, mettons. Je me souviens que Lance, son père, qui est Lawrence Stroll, un milliardaire canadien, il devait investir environ à peu près ça, entre 1 et 2 millions par année. Sinon, un de mes grands compétiteurs, quand j'avais entre 16 et 18 ans, Zachary Clement-Demelo, qui a fait une saison IndyCar et qui, si ma mémoire est bonne, il a fait un top 20 au Indy 500. Fait que c'est quand même vraiment pas mauvais. Lui aussi, si on parle de budget d'entre 850 et 1,5 million par année. Fait que c'est des chiffres qui sont faramineux, mais là, on parle de l'élite, on parle de pilotes qui sont dominants. Dans le cas de Zachary, par exemple, c'était vraiment. Zach, c'était un pilote dominant en Amérique du Nord, là, vraiment. Je veux dire, peu importe où il allait, même en Europe, tu sais. Mais selon moi, quelqu'un au Canada qui veut faire un top 3 de façon régulière, puis à chaque course être une menace en termes de temps, d'investissement et d'argent, si on parle d'environ à peu près entre 75 et 150 000 par année, tu risques d'être quand même assez haut en avant. C'est quoi que l'argent amène dans une équipe de karting? C'est quoi? C'est des mécanos? C'est la per... Tu sais, là, ça se peut que ce soit une question qui est vraiment débutante, mais on dit... Non, non, c'est une super bonne question, Anthony. C'est en effet obscur. Si on enlève le caractère commun de tous les sports de haut niveau, qui est, mettons, les hôtels, les coachs,
Ici, ce que le karting amène de plus en termes financiers, c'est que ça va être souvent, mettons, ce qui va séparer les. Parce que, honnêtement, 50-60 000 j'ai l'impression que quelqu'un qui fait du patinage artistique ou de l'équitation, c'est un range qu'il connaît déjà. Mais les plusieurs centaines de mille, ça vient souvent de. Bien, c'est sûr que c'est un sport qui est très technique. C'est un sport où l'équipement est extrêmement important. Puis c'est plate à dire, mais tu as beau être un talent naturel exceptionnel. Si ton matériel n'avance pas, ça va être difficile pour toi de performer versus quelqu'un qui a peut-être un moins bon talent, mais que sa machine est vraiment au plus haut niveau. Donc, comment ça fonctionne? C'est que la série dans laquelle j'ai coursé, la série Rotax, c'est une série où les moteurs sont, on va dire, spec. Spec, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas le droit de modifier les moteurs. Les moteurs, on ouvre la boîte, on prend les moteurs, on les met sur la piste et c'est ainsi qu'on devrait les courser. Il y a une belle grosse zone grise qui s'appelle que certains dealers peuvent ouvrir le moteur pour de l'entretien. Et à cause de cette zone grise-là, il y a beaucoup, beaucoup de mécaniciens qui vont jouer là-dedans. Ce qui veut dire qu'on peut tester les moteurs pour leur puissance. On peut combiner des pièces d'un moteur d'un autre pour voir des combinaisons qui fonctionneraient mieux. Parce que, bien sûr, des moteurs identiques, ça a été conçu en usine. C'est pas, il y a des tolérances qui font en sorte que certaines pièces sont meilleures que d'autres. Ceci étant dit, un moteur Rotax, 63 et 5 000 neuf. Et pour construire un moteur performant, il faut investir entre 3 et 10 moteurs. Fait que déjà là, un bon moteur de course, ça coûte entre 15 à 50 000 parce que souvent, les tuners vont acheter plusieurs moteurs, vont sélectionner le meilleur et ou vont utiliser d'autres pièces d'anciens moteurs pour avoir le moteur le plus performant possible. Ça, c'est. Déjà là, il y a ça en prix. Sinon, j'ai tout l'équipement en général, les pneus, des pneus de course, ça coûte environ 250 le set. Et dans une fin de semaine de course, c'est plate à dire, mais la qualification, c'est le moment le plus important. Ça prend un set de pneus neufs. Fait que quelqu'un peut très bien faire une fin de semaine avec un seul set de pneus neufs, sauf que idéalement, tu veux tester des setups, tu veux tester des ajustements de châssis et de moteur sur des pneus neufs. Donc, tu vas en acheter plusieurs durant la fin de semaine pour pouvoir tester ça dans des conditions optimales, parce que les pneus neufs ne réagissent pas comme des pneus usés. Je me souviens que Lance pouvait en mettre un parfois qui embarquait sur la piste et ça pouvait être entre 8 à 10 fois par jour pendant 3 jours. Fait que déjà là, si on parle d'environ vite comme ça ferait 10 000 de pneus par fin de semaine. Fait que, je pourrais continuer encore un certain temps, mais en gros, l'équipement coûte cher et c'est plate à dire, mais comme un bâton de hockey, une voiture, ce n'est pas un bien que tu gardes longtemps, c'est un outil qui s'use et que tu dois remplacer si tu veux être performant. Tabarouette. Ouais, ouais, c'est fou, là. OK. Je savais que ça coûtait cher, courser, mais jamais à ce point-là. Mais Ouais. là, je veux revenir à toi. Tu sais, Zach, je veux que tu nous expliques un peu où tu t'es rendu, tu sais. Parce que nous, tu sais, OK. le monde du karting, c'est vraiment obscur pour Ouais. 95% des gens qui vont écouter. Tu sais, est-ce que tu t'es comme rendu dans la Ligue junior majeure? C'est ça qu'on veut savoir. Où tu étais proche qu'on te voit à TV, là, tu sais. Parfait. Ben, où on est proche de me voir à TV, en fait, il y a quelques années où le karting au Québec était diffusé sur RDS, gracieuseté de M. Stroll. Je vais en parler quand même souvent, mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un comme ça dans le milieu du sport, je veux dire, ça va l'influencer à tous les niveaux. Donc, le karting a été diffusé à la télé, mais mettons, de façon plus concrète et permanente, le karting est diffusé à la télé en Europe, quand même souvent. Fait que ça serait l'équivalent, je dirais, mettons, le karting à la scène en Europe, ça serait l'équivalent de, pour le sport, la Ligue junior. Non, ce serait la Ligue nationale, vraiment, là. Donc, en Europe, il y a une série de courses qui s'appelle la WSK. C'est une série qui a vu passer des Charles Leclerc, des Max Verstappen, des Lance Stroll, justement. En fait, tous les pilotes de Formule 1 actuels ont passé par cette série-là. Et ça, c'est l'équivalent de la Ligue nationale pour le karting. Je ne suis jamais rendu à ce niveau-là. Je n'ai jamais coursé dans la WSK parce que je coursais dans une autre série qui était le Rotax Max Challenge. Rotax, c'est une compagnie québécoise parce que, en fait, c'est une compagnie autrichienne qui a été achetée par BRP. Et ceci fait en sorte que, c'est ça. Fait que je n'ai jamais compétitionné dans cette ligue-là. Par contre, le championnat Rotax en soi, c'est un championnat qui est devenu avec le temps extrêmement compétitif et on voyait beaucoup de pilotes de la WSK venir en Rotax et pas nécessairement battre tout le monde, mais être quand même très, très compétitif. Donc, selon moi, à son meilleur, la série dans laquelle je coursais était proche ou équivalente à la Ligue nationale. Là, ça, c'est niveau international. Où est-ce que je me suis rendu? Je pense que je qualifierais l'équivalent peut-être des Olympiques juniors.
de hockey, mettons, parce que j'ai OK. participé en 2012 à la finale mondiale de karting au Portugal. Comment ça Donc s'est ça, passé là-bas? c'était vrai. Écoute, Anthony, c'était une expérience absolument fantastique. Je veux dire, écoute, il y avait une trentaine, quarantaine de pays qui étaient présents, la France, l'Italie, l'Allemagne, plusieurs pays d'Asie, d'Amérique du Sud. Je veux dire, c'était vraiment un esprit d'Olympique. Tous les pilotes sur le circuit en même temps, les drapeaux des autres pays dans la grande, grande tente. Fait que c'était vraiment une expérience ultra enrichissante, vraiment. Je me sentais vraiment comme comme j'imagine n'importe quel athlète aux Olympiques va se sentir. Euh, et comment ça a été? Ça a bien été. Somme toute, je veux dire, j'ai eu un total de. J'ai fini 30e sur 72 pilotes. Donc, j'ai fait la finale. Je me suis qualifié. Sauf que j'ai eu une malchance. J'ai pas eu la meilleure gestion de course. C'est quand même un gros événement où il y a plusieurs fois qu'on embarque sur le circuit pour courser. Et ma gestion de course en début n'était pas la meilleure. Sauf que j'ai participé à la finale, mais partir en arrière en karting, ça veut dire que tu ramasses tout ce qui va venir. Dans le fond, les départs sont quand même assez rock'n'roll. Donc, comment je peux dire? Il y a eu des accidents en avant de moi. J'ai tout fait pour les éviter. Je n'ai pas été capable. OK. Alors, je me suis planté à côté de la piste où il y avait un jump de motocross. Vraiment, il y avait un grand saut de motocross. Fait que je suis embarqué là par à l'envers, de reculons. J'ai viré en envers, puis j'ai dû revirer mon kart et le remettre sur la piste. Et j'avais mon châssis qui était plié. Donc, ma machine était brisée, mais j'ai pu quand même finir la course bien dernier, bien loin de tout le monde. Fait que OK. c'était particulier quand même d'être seul sur la piste. Aucune compétition, rien qui se passe. Les pilotes étaient bien en avant de moi. Je ne me suis pas fait laper, par contre, ça, je suis content. OK. Mais quand même, j'ai fait tous mes tours à Portimao, au Portugal, au championnat du monde. Fait que je comparais ça, ouais, exactement. Hockey junior, je pense que ça serait un bon niveau auquel comparer le Rotax Max Challenge. Mais en général, je cours ça au niveau national et nord-américain. Puis, mettons, dans ma catégorie, en Rotax senior, dans mes meilleures années, je pense que je pouvais quand même dire avec assurance que j'étais dans le top 20, top 30 en Amérique du Nord. À peu OK. près. Ouais. Puis, Si c'est pas plus haut. OK. Puis, est-ce que malgré ton accident que tu as eu durant la course, est-ce que c'est un de tes plus beaux souvenirs de karting, ça? Ah oui. Ouais. Isaël, oui, à 100 Isaïe, là. ouais. Isaïe, maudit, je vais l'avoir. Excusez-moi. Isaïe, c'est un de mes plus beaux souvenirs de course. C'était vraiment. C'est la première fois que j'allais en Europe, premièrement. Fait que ça, c'était déjà un événement en soi. Deuxièmement, c'est la première fois que je coursais en Europe. Non, en fait, la deuxième fois, parce qu'on est allé faire une course préparatoire avant ça. On voulait avoir essayé d'avoir un petit avantage quand même. Mais je veux dire, j'ai vraiment eu énormément de plaisir. C'était une expérience fantastique. Je veux dire, le Portugal, c'est magnifique. Le sport automobile au Portugal, c'est encore plus fort que ça l'est au Québec. Puis au Québec, c'est où est-ce que c'est le plus fort, peut-être au Canada. Donc, tu sais, toute cette effervescence-là, toute cette énergie on était tous dans le même hôtel, tous les pilotes. Tu sais, j'ai rencontré des gens de partout dans le monde, tout le monde à la même piste, au même endroit. C'était vraiment génial de pouvoir parler à tous ces pilotes-là qu'on fait tout, on partage tous la même passion, on partage tous le même intérêt, mais on vient tous de des backgrounds complètement différents. C'était vraiment fantastique. OK. Puis, quelles étapes, mettons, il manquait pour que tu puisses vivre de ça un jour? C'est une super bonne question, Anthony, pour que je puisse vivre de tout ça. Ce qui me manquait concrètement, c'est la détermination et le désir de le faire. En tant que pilote, je pense que, mettons, si on qualifie un. Comment je peux dire? Bon, je vais commencer par expliquer comment j'aurais pu me faire rémunérer parce que j'aime que tu aies posé ta question de cette façon-là parce que ça n'inclut pas nécessairement le sport professionnel. Le karting en soi, il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils commencent à apprendre sur le karting puis qui a passé par là, pensent que c'est simplement une marche pour se rendre à des formules plus sérieuses, si on veut, plus compétitives. Mais le karting en soi, c'est une discipline complète où il y a vraiment des. Tu sais, je veux dire, il y a des Max Verstappen dans le monde du karting qui ne sont pas Max Verstappen. Il y en a des Lewis Hamilton aussi dans notre domaine qui honnêtement, sont des pilotes de talent exceptionnel qui n'ont simplement pas eu l'opportunité de se rendre en Formule 1. Parce que les gens qui se rendent en Formule 1, malheureusement, en 2020, ce n'est pas toujours les plus talentueux. C'est souvent les gens qui ont les plus de moyens et qui sont à la bonne place au bon moment pour certains autres pilotes. Donc, comment est-ce qu'on peut être payé en karting? Moi, ce qui me manquait, c'est ça, d'avoir été, mettons, un pilote de. Premièrement, il faut que tu sois un des meilleurs au monde si tu veux être payé en karting. Tu deviens un pilote professionnel. Souvent, en fait, les manufacturiers de karts vont t'engager pour être sous leur chapiteau pour aller courser dans les championnats internationaux, comme justement la WSK que je parlais.
Parce que c'est à ces championnats-là que les revues de karting, que les médias vont tout filmer et on s'entend, il y a une rose devise en course qui dit Win on Sunday, sell on Monday. Donc, en gros, si tu gagnes le dimanche, tu vends le lundi. Donc, les pilotes d'élite qui sont payés par les manufacturiers de châssis, eux, c'est des gens qui gagnent leur vie en karting. Ce qui me manquait pour atteindre ce niveau-là, c'est ça. Ma psychologie en termes de sportif n'était pas la meilleure. Sans me lancer de fleurs, j'avais le talent pour faire ça. J'étais un pilote extrêmement talentueux. Sauf qu'un pilote, c'est pas juste du talent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est la détermination, le travail, l'entraînement. C'est les sacrifices que tu es prêt à faire. C'est ta stratégie de sportif, ta ténacité. Puis là-dedans, j'avais des lacunes. Donc, il m'en manquait quand même pas mal, mais c'est pas ça que je veux faire plus tard. C'est pas ça que je voulais faire plus tard. Puis ma vie a pris un autre tournant. OK. Puis, mettons, si tu avais à regarder tout ton parcours, qu'est-ce que tu penses que. Qu'est-ce qui est ta plus grande fierté en regardant tout ça? Hey, ça, c'est une bonne question. T'en poses beaucoup des bonnes questions, Anthony. Je suis là pour ça. Et voilà. Mon plus grand. Excuse-moi, répète. Fait que mon plus grand apprentissage. Mais ta plus grande fierté. Ben ma ouais, plus grande ben, fierté. Ça peut être ton. OK. Ouais, OK. Ma plus grande fierté. Honnêtement, je pense que c'est. Ma plus grande fierté, c'est particulier, ça, parce que. C'est sûr, les résultats, je suis quand même content. Je veux dire, j'ai eu des très bons résultats pareils. Je pense que ma plus grande fierté, c'est de m'être rendu au championnat du monde. Okay. Ça a été vraiment un moment marquant dans ma carrière de pilote. Ça a été vraiment la culmination de plusieurs années d'efforts. Cette année-là, je m'en souviens, j'étais parti très souvent durant l'école. Ça a été quand même pas super facile. En tant que jeune adolescent, qui a le goût aussi des fois de faire autre chose que juste du sport, mais qui a un objectif en tête. Fait ouais, championnat du monde, c'est une de mes grandes fiertés. Puis sinon, je crois que c'est ce que j'ai appris aussi. Je suis fier de ce que j'ai appris. Je suis fier des. Mettons, le monde des courses, on dirait que tu es tellement exposé à un monde qui était. Écoutez, je veux dire. Bon. Tu sais, j'ai rencontré des gens, comme on pourrait dire en anglais, de high profile, des athlètes internationaux dans le sport, des familles tellement ambitieuses, avec tellement riches et aussi avec des gens tellement compétitifs. Puis c'est comme un milieu qui est tellement différent de ce que beaucoup d'autres milieux vont t'offrir que j'ai l'impression que ça m'a donné cette espèce de sentiment-là de tout est possible dans la vie. J'ai vu des pères avec leur fils arriver dans leur vieux Forerunner avec un trailer puis un kart, puis compétitionner contre du monde qui arrive en hélicoptère à la course. Je veux dire, c'est beau de voir ça. Peu importe ce qui se passe, on peut toujours tirer notre épingle du jeu. Fait que je pense que je suis fier du championnat du monde et de mes apprentissages que j'ai faits dans le monde des courses. OK. C'est bon. T'avais-tu quelque chose à poser à Zach Isaïe avant qu'on passe à son inspiration? Pour vrai, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, petite anecdote, c'est le temps d'anecdote, Isaïe. J'allais faire du karting en fin de semaine. Oui. Et à Saint-Célestin, je ne sais pas si tu connais. Très bien, oui. Ouais. Tu as rencontré la famille Couturier là-bas, j'imagine. Sûrement. Ouais. Écoute, moi, je suis allé faire du karting là-bas, puis c'est pas facile, pas en tout. Genre, tu vois, tu sais, à la fin, ils te donnent ton score, puis ils te donnent le record de la piste. Puis comme. En tout cas, je sais pas si c'était vraiment ça, mais moi, mettons un tour, mon meilleur tour, j'avais fait ça, mettons, en 1 minute 30. Ouais. Puis le record, c'était 40 secondes. Ah oui, mais OK. Oui, c'est très possible. C'est à 100% vrai. Oui, ça se peut. 40 secondes à Saint-Célestin, c'est extrêmement rapide. Écoute, je pense que mon temps le plus rapide à vie à cette piste-là, c'est 56 secondes et 8 centièmes dans ce coin-là. 40 secondes, c'est peut-être rapide, peut-être 49 secondes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu avais un kart de location. Tu avais un kart qui pesait peut-être 450-500 livres avec un moteur de peut-être 12 forces. Maximum. Moi, mon kart que j'avais pèse 200 livres. Avec moi dedans, ça fait 375 livres parce qu'il faut que je mette du poids sur mon kart parce que je suis un peu trop petit. Et j'ai 32 forces. Fait qu'en fait, le step en dessous, si tu calcules le rapport poids-puissance entre un kart de location et un kart de compétition, j'avais fait le calcul. C'est similaire à une Honda Civic, mettons,
de 200 chevaux, mettons, une peu plus performante un peu. Euh, mais en fait, c'est la différence entre ça et une Nissan GT-R. Fait que c'est quand même une grosse, grosse différence. Et le temps record sur la piste à Saint-Célestin, c'est probablement fait avec un kart à vitesse qui a à peu près 50 chevaux, 6 vitesses, 0-100 en 2,3 secondes. C'est pas la même chose exactement que ce que tu as conduit. Fait que, mais je dois te dire, Ouais. par contre, 1 minute 30, c'est pas pire, mais le record à Saint-Célestin, je crois que les meilleurs temps dans ta catégorie, ça va être mettre 1 minute 15. Ça se peut-tu, 1 minute 16? Ben, il y a personne qui. Mais non, mais moi, j'ai pas de catégorie. Là. Moi, c'était pour le plaisir. Là, Ben, c'est ça, ouais. Ouais, mais j'ai été impressionné quand même. Tu arrives là, puis moi, je suis un touriste. Là, puis là, Ouais. tu vois le monde, ils sortent leur carte de justement de leur trailer. Puis, ils ont leurs mécaniciens, sont sur leur chaise de camping, ils viennent passer la fin de semaine là. Puis, Ouais. je trouve que c'est un monde là, incroyable. Puis, mettons, juste le monde automobile, mettons l'autodrome à Saint-Majorique. Je sais que Ouais. c'est pas du karting, mais ça a l'air vraiment d'une ambiance incroyable là, à vivre. Ouais. Écoute, le monde des courses, c'est c'est addictif, c'est presque comme une drogue, sauf que ça coûte plus cher que la drogue. Non, c'est une blague. Mais en fait, je pense que tu as compris. Je pense que ouais. Je pense qu'à ce moment-là, Isaïe, tu as vraiment saisi l'essence des courses. En fait, c'est pas justement les Ferrari et les hélicoptères. L'essence des courses, c'est des gens qui sont passionnés de sport, qui vont aller pratiquer ce sport-là. C'est un monde qui est trippant parce que c'est un monde qui est haut d'adrénaline. Je veux dire, il y a peu de sports qui te permettent d'avoir autant d'adrénaline juste en le pratiquant. Je veux dire, je vais comparer ça, par exemple, avec le. J'en parlais justement à mon beau-frère qui a joué dans la Ligue junior majeure à Rouyn-Noranda. Et il me parlait que, tu sais, je veux dire, embarquer sur la glace avec tes patins, oui, c'est le fun, mais si tu enlèves la foule, si tu enlèves le jeu, si tu enlèves tout ce qui fait du hockey, puis tu fais juste patiner avec un bâton, tu n'as pas beaucoup d'adrénaline. C'est relativement, tu sais, je veux dire, c'est le fun, c'est relaxant. Le karting, quand tu enlèves la course, quand tu enlèves les autres pilotes, puis que tu mets qu'un pilote, un kart et une piste, ça reste un sport je veux dire, tu as de l'adrénaline qui te coule dans le sang. C'est incroyable, tu sais. Puis je n'ai parlé cette année, j'ai eu la chance de le faire essayer à certains membres de ma famille. Puis il y en a certains qui ont considéré ça comme un rush d'adrénaline similaire à sauter en parachute. Je veux dire, quand la première fois que tu essaies ça, c'est extrêmement intense. Fait que ça, en plus, fait que si juste conduire, ça apporte un niveau d'adrénaline qui est peu facilement recherchable, imagine après ça avec d'autres pilotes. Euh, Cette année, j'ai eu l'expérience de ça pour vrai. J'ai recommencé à faire du kart après 5 ans d'absence. J'ai rembarqué dans un kart de compétition, puis j'ai fait des petites courses de location justement à Saint-Célestin et à Château-Richer. Il y a certaines séries qui existent avec des karts comme tu as dû essayer, Isaïe, sauf que c'est plusieurs pilotes. Puis je vais être franc avec toi, j'ai eu des très, très, très belles courses à ce moment-là. L'essence des courses, c'est qui est le plus rapide sur circuit, qui va tout faire pour l'être. Et c'est vraiment juste ça. Alors, que tu sois à l'autodrome Drummondville, que tu sois en fait sur une piste de karting ou sur un circuit de Formule 1, l'essence de tout ça, c'est on conduit, on a du fun. Comment est-ce qu'on peut être le plus rapide? Comment est-ce qu'on peut exceller dans notre art le plus qu'on peut? Puis comment est-ce qu'on peut ne pas mourir en pilotant quelque chose qui peut aller à 100 km/h, 200 pour d'autres, puis 300 en Formule 1, tu sais. OK. On va passer à ton inspiration, Zach. Oui. Aujourd'hui, tu viens nous parler de Lewis Hamilton. C'est le Oui. fun parce que quelques jours avant l'enregistrement, Lewis Hamilton a égalé le nombre record de courses gagnées du record de Michael Schumacher. Donc, je vais juste commencer en disant la même question que j'ai posée aux 17 invités avant toi. C'est Parfait. pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi Lewis Hamilton? Ça sonne extrêmement cliché parce que en ce moment, c'est le pilote dominant en Formule 1. Certains de mes amis s'ostineraient et diraient que Vettel est meilleur, mais moi, je soutiens que Lewis Hamilton, selon moi, c'est mon inspiration parce que c'est pas juste parce que c'est le meilleur pilote de Formule 1, c'est parce qu'en fait, en tant qu'athlète, c'est un athlète qui est complet. C'est vraiment fantastique de voir. Je veux dire, comment je peux dire, il y a tous les facettes qu'un pilote doit avoir, qu'un athlète doit avoir. Je veux dire, au-delà de son talent exceptionnel, au-delà de sa capacité en tant que pilote à être capable d'être aussi rapide du premier jusqu'au dernier tour, au-delà de sa maturité pour prendre des bonnes décisions en piste, d'être capable de, peu importe ce qui se passe, presque de façon constante, gagner ou être le plus vite. Au-delà de ça, c'est que quand il débarque du circuit, il émane une énergie qui est très positive. Tu vois qu'il aime ses fans. J'ai un de mes amis, en fait, a eu la chance de le rencontrer vraiment par hasard.
alors qu'il faisait du ski dans l'Ouest canadien. Lewis s'est joint à lui il y avait aussi un athlète de ski acrobatique, je ne me souviens plus c'était qui, mais en fait, John Olson, me semble, si c'est ça son nom, mais je pense que ce n'est pas John, mais en tout cas, bref. Monsieur Olson puis Lewis Hamilton qui étaient là, puis il m'a dit, je veux dire, c'est un super une bonne personne qui aime avoir du plaisir, qui aime écouter ses fans, qui prend le temps, puis qui comprend que sans ses fans, il ne serait pas où est-ce qu'il est aujourd'hui. Le sport dans lequel il performe n'existerait pas. Fait que non seulement ça, et en plus, depuis, on va se le dire, tout ce qui se passe en 2020, c'est assez exceptionnel comme année. Lewis prend sa plateforme, sa base de fans, puis sa portée pour parler des choses qui sont importantes comme le Black Lives Matter Movement aux États-Unis. Puis on va se le dire, ça l'affecte directement parce que Lewis Hamilton, il est noir. Donc, lui, c'est un mouvement qui a vraiment pris sous son aile avec les chandails, les posts sur Instagram qui sont toujours très, très importants. Après une victoire, il dit toujours oui, j'ai gagné aujourd'hui, par exemple, mais le combat n'est pas fini. Fait que, je trouve qu'il est super inspirant pour ça. C'est qu'il vraiment, tu vois que c'est une bonne. Au-delà d'être un bon athlète, c'est une bonne personne. Mais un bon athlète, ça doit aussi, selon moi, d'être une bonne personne parce qu'au final, un athlète, c'est aussi un peu une star, c'est aussi c'est un modèle pour beaucoup, beaucoup de gens. Puis j'aime mieux voir ça comme modèle que quelqu'un d'égoïste et de très imbu de sa personne. Fait que c'est pour ça que c'est mon inspiration. Puis, est-ce que c'est, mettons, ton idole depuis qu'il a commencé en F1 ou il y a eu un événement marquant qui a fait OK, c'est lui ou ça a été vraiment graduel? Honnêtement, ça a été quand même assez graduel parce que je vais être franc avec toi, Anthony, mais tu me connais quand même un peu. Au-delà de la course automobile, je ne suis pas un grand fan ou connaisseur de sport. Je Donc, confirme. oui, c'est ça, tu confirmes. Fait que, puis même en Formule 1, mon frère connaît mieux ça que moi, par exemple. Puis je veux dire, bon, c'est moi qui ai fait de la course, malgré que mon frère sait très bien son épingle du jeu. Mais, tu sais, ça reste que au début, c'est sûr, Ayrton Senna, le pilote le plus talentueux potentiellement de toute la F1, ça, puis Gilles Villeneuve, c'est des inspirations qui sont extrêmement communes pour les jeunes pilotes. Mais Lewis Hamilton, c'est venu avec le temps. C'est venu avec mon regard d'adulte parce que maintenant que j'y pense, c'est vraiment pour ça que c'est mon inspiration parce que oui, c'est un bon athlète, mais il y a des bons athlètes, il y en a dans tous les sports. Mais un athlète qui a autant de charisme, qui l'utilise autant à bon escient, ça ne se voit pas tant souvent, selon moi. OK. Puis, mettons, je t'avais à te demander, c'est quoi ton meilleur souvenir de Lewis? Mon meilleur souvenir de Lewis, ça doit être la fois que je l'ai vu à Montréal quand je suis allé le voir en Formule 1. Je ne l'ai pas vu en vrai, malheureusement. J'ai eu la chance de voir son coéquipier Valtteri Bottas d'assez proche, mais pas Lewis. Mais écoute, excuse-moi, c'est tellement poche ma réponse, mais j'ai pas tant de mémoire pour ça parce que justement, la F1, je pense que j'écoute 3 courses par année. C'est comme. Écoute, je veux dire, ses courses à Montréal sont toujours exceptionnelles. Il est tellement dominant, il fait toujours tellement des beaux moves. Ouais, pas mal ça. C'est pas genre sa première victoire à Montréal? Oui, exactement. C'est sa OK. première victoire à Montréal. Et je crois qu'il a gagné plusieurs autres fois après ça. Ouais, je pense qu'il y a le record de courses gagnées à Montréal. Ça se peut très bien. C'est vraiment pas impossible. Sinon, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, parce que là, c'est comme rendu un peu redondant de le voir gagner à chaque année. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'il est aussi intraitable? Tu sais, que année après année, il gagne, puis il garde la même fin de toujours vouloir être meilleur parce que tu sais, en F1, c'est toujours ça, c'est de toujours retrancher les millièmes de seconde. Oui, oui. C'est quoi la plus grande qualité qui fait qu'il gagne à chaque année? Qu'est-ce qui fait. OK, donc, qu'est-ce qui fait en sorte? Premièrement, il faut comprendre que la Formule 1, comparativement à. Je vais donner un exemple. La Formule 1, c'est le sport individuel qui, selon moi, est le plus le sport d'équipe. Il ne faut pas oublier les gens, toute l'équipe derrière Lewis Hamilton. C'est assez incroyable. Il y a premièrement son coéquipier qui, malheureusement, a le rôle ingrat d'être le coéquipier de Lewis Hamilton, ce qui veut dire que, je veux dire, Mercedes, déjà là, va prioriser Lewis. Mais il y a les ingénieurs, il y a les coachs, il y a les nutritionnistes, il y a les gens qui font en sorte que tout ça roule de façon exceptionnelle. Il y a les commanditaires, il y a les gens dans les puits. Puis ça, c'est invariable au succès de notre pilote. Je veux dire, on a vu passer des bons pilotes dans le temps, mais des aussi dominants, on en a peu vu. Et
c'est pas un coup d'hasard. Fait que dans le fond, on pourrait facilement dire ah oui, mais Lewis gagne autant parce qu'il est dans la bonne équipe. Oui, mais non. Je me souviens de Michael Schumacher quand il est arrivé chez Ferrari. Il a complètement remanié l'équipe. C'est pour ça qu'il a été extrêmement dominant. En fait, Michael Schumacher, Lewis est en train de battre les records de Michael, mais Michael a longtemps été le meilleur, le pilote le plus performant de tous les temps en Formule 1. Et ce que Michael a apporté à l'équipe, c'est un peu ce que, selon moi, Lewis apporte aussi, c'est un talent puis un sérieux qui fait en sorte que les autres aussi, tu sais, je veux dire, Lewis ne laissera pas un ingénieur au lab en Angleterre lésiner sur ses données ou lésiner sur son travail parce que c'est Lewis Hamilton. Il va s'assurer que tous les pions, tous les engrenages du succès qu'il y a vont bien fonctionner. Fait que c'est pour ça que c'est important. Fait que c'est un travail d'équipe gagnant Formule 1, mais au final, fait qu'il y a ce volet-là que Lewis, en fait, c'est impossible qu'il ne maîtrise pas parce que Mercedes est tellement dominant. Il y a ça. Il y a aussi le fait que Lewis, il est dédié, je veux dire, mais tous les pilotes le sont aussi, tu sais. Lewis est extrêmement talentueux. Lewis est assez vieux aussi. Il a beaucoup, 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 beaucoup d'expérience. Et je veux dire, il sait que les autres en arrière de lui ont autant, sinon plus faim que lui pour gagner. Donc, il sait où est-ce qu'il a été lui aussi. Fait qu'il n'arrête pas. Il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Tout sa vie au complet est centré sur ça, comme n'importe quel athlète. Mais moi, je pense que je dirais, ouais, sa capacité probablement à faire en sorte que l'équipe roule aussi bien et sa position là-dedans fait en sorte que c'est un pilote qui est dominant puis qui, selon moi, va l'être encore pour quelques années. Puis, c'est à quel âge qu'un courseur prend sa retraite? Parce que là, il a 35 ans. Puis là, tu dis, il se fait vieux, mais c'est quoi à peu près la moyenne? Hey, c'est une bonne question, mais je pense qu'il est pas mal dedans. Ah ouais? Michael Schumacher a arrêté pour la première fois, je crois, dans ces âges-là aussi, 36-37. Il faut comprendre que la Formule 1, c'est un sport de. C'est un sport de. Comment je peux dire? Ce qu'un pilote va perdre le plus rapidement, c'est ses réflexes. C'est ses réflexes et sa capacité rapidement à prendre une décision sur la piste. Puis c'est plate à dire, mais comme mettons des sports comme le triathlon ou le marathon ou le ski de fond, souvent les athlètes plus âgés sont performants parce que les capacités cardiovasculaires sont encore très, très bonnes et souvent sont même souvent, excusez-moi, le meilleur que tu vas être justement dans la trentaine, quarantaine, si je ne me trompe pas. La Formule 1, ton pic, c'est dans la vingtaine, début trentaine. OK. Fait que, selon moi, c'est dans la trentaine que les pilotes d'habitude commencent à laisser un peu aller. Mais tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, Lewis va redescendre un peu parce que physiquement, il ne peut pas tenir tête à. Puis écoute, la compétition, il y a Charles Leclerc, il y a Max Verstappen qui l'attendent avec la bave de chaque côté de la bouche tellement qu'ils ont le goût de gagner eux autres aussi. Là. Ouais. Mhm. Tu sais, Lewis, il a gagné son premier championnat du monde avant la domination de Red Bull. Puis là, maintenant, sa domination est après l'épisode de Red Bull. C'est quoi la plus grande différence entre lui du premier segment puis lui du deuxième segment? Selon ma connaissance du pilote, ça doit être. Selon moi, sa différence, c'est vraiment. C'est la maturité. Ça ne peut pas être autre chose que la maturité. Si on compare avec Max Verstappen est au point où. Un pilote différent de Lewis, mais il est au point où Lewis était il y a plusieurs années, une dizaine d'années. Tu sais, je me souviens que Lewis était le plus jeune pilote à commencer en Formule 1, je crois à 19 ou 20 ans. Il était exceptionnellement jeune à l'époque. Et comme n'importe quel pilote exceptionnellement jeune, oui, il y avait le talent, oui, il y avait les réflexes, oui, il y avait probablement tout ce qu'il fallait pour gagner, mais la maturité qui fait en sorte que tu vas attendre un tour de plus ou un virage de plus pour faire un dépassement qui est moins risqué, ce qui va faire en sorte que tu vas mieux gérer la machine parce que Lewis ne peut pas rouler toujours comme s'il n'y avait pas de lendemain parce que c'est plus difficile sur une Formule 1. Il faut qu'il gère à quel point il pousse la machine pour qu'elle soit le plus rentable possible, qu'elle soit le plus performante possible. Fait que la maturité d'un pilote vient avec le temps. Lewis aujourd'hui, puis Lewis quand il a commencé, c'est sûr que cette différence-là est là. Comment il a appris à gérer toutes les pièces de cet engrenage-là qui font son succès et sa propre maturité. OK. Puis, j'avais hâte de poser cette question-là. Vas-y. Est-ce que pour toi, c'est the greatest of all time? Est-ce que c'est the greatest of all time? Écoute, est-ce que c'est the greatest of all time? Je réfléchis. On considère souvent, le pilote de Formule 1 souvent qui a le plus de notoriété, c'est Ayrton Senna. Ayrton Senna, le pilote brésilien qui est mort en 80, je m'en souviens plus, dans la fin des années 90. En course.
en course. Il est mort d'une mort, ouais, vraiment une mort tragique, vraiment presque un acte de Dieu, comme on pourrait dire. C'est considéré comme le meilleur pilote parce que euh, pourtant, il y a un championnat du monde, c'est tout. Il y a plusieurs victoires, il y a C'est plusieurs. 1994. C'est ça, 1994. Je veux dire, il a fait beaucoup de qualifications en pole, il a fait beaucoup de victoires, oui, mais en termes de métrique de sport, si tu prends, mettons, la carte Ayrton Senna puis la carte Lewis Hamilton est définitivement le meilleur. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui, comme Ayrton Senna, ont pu avoir 1,5 seconde au tour plus vite que tout le monde en pole, en qualification à Monaco sous la pluie. Ça, en fait, c'est comme si la métrique pour mesurer le talent d'Ayrton puis sa performance, c'est basé sur des événements qui sont plus rapides, qui sont plus. Comment je peux dire? Des événements plus sporadiques, plus éphémères, mais des événements que tu ne peux pas expliquer autre que par un talent puis une compétence qui est presque surhumaine. Tu sais, je veux dire, il faut comprendre que Ayrton Senna coursait contre des pilotes qui sont de niveau aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, c'est la même game qu'avant, mais il était capable de mettre 1,5 seconde au tour plus vite que le deuxième. C'est fantastique. Puis sous la pluie, souvent, c'est là que les pilotes ressortent le plus parce que la machine a moins d'influence. C'est plus glissant, c'est plus difficile. Fait qu'est-ce que Lewis Hamilton, c'est le plus grand pilote de tous les temps? Je pense que s'il continue sur sa lancée, il va rentrer dans ce panthéon-là. Peut-être pas pour la métrique, je veux dire. Oui, c'est un pilote qui est impressionnant, Lewis. Mais en même temps, je ne le connais pas assez personnellement. Comme je dis, j'écoute pas assez de Formule 1 pour avoir vu ces moments éphémères-là qui définissent une légende. Mais je veux dire, Lewis Hamilton est en train de rafler tous les records. Il est en train de, je veux dire, il va de tous les métriques que tu peux utiliser pour mesurer la performance d'un pilote à être le meilleur. Sauf que ce qui va être aussi légendaire qu'un pilote qui est mort en course puis qui a tous ces événements-là incroyables sur lui, c'est difficile à dire. Il faudrait parler à quelqu'un qui suit la Formule 1 depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, mais c'est sûr que c'est un des pilotes de tous les temps. C'est sûr que c'est un Roger Federer de son sport ou un Wayne Gretzky. Là. C'est dans la même catégorie. OK. Est-ce que tu aurais pu venir nous parler de d'autres courseurs ou pour vrai, parce que quand je t'ai posé la question de qui tu voulais venir nous parler, c'était pas mal. La décision s'est prise assez vite. La décision s'est prise assez vite, mais je suis quand même ferme sur ma décision. Lewis Hamilton, c'est un pilote que j'admire beaucoup pour toutes les qualités que j'ai énumérées tantôt. Sinon, je dois dire que j'ai un gros fait pour Max Verstappen. Premièrement, parce que Max Verstappen, c'est un jeune pilote. C'est un pilote qui a coursé en karting en même temps que moi. On n'a jamais coursé ensemble parce que lui est en Europe, mais j'ai déjà coursé contre son coéquipier chez CRG, qui est Jordan Lennox. Et si Jordan Lennox est aussi bon que Max Verstappen, ben d'abord, Max Verstappen, c'est un pilote qui est difficilement explicable à quel point il est bon. C'est un talent qui est incroyable. Jordan, j'ai coursé contre lui en Floride, je me souviens, et je veux dire, c'est fou, là. Je veux dire, c'est courser contre un pilote comme ça. Je ne me suis jamais mesuré à quelqu'un comme ça. C'est difficile à expliquer. Il n'était pas nécessairement le plus rapide sur le circuit, mais Colin, il était impossible à passer. Il faisait aucune erreur. Il était parfait. C'était un dieu sur la piste. Okay. Mais pourquoi que, mettons, ce gars-là n'a pas fait la F1, ce Jordan Lennox-là? Parce que c'est une question beaucoup de. Parce que le problème avec la F1, c'est que, bon, Max a un père qui a fait. Jos Verstappen, c'est ça son nom. Jos a fait de la Formule 1 aussi. C'est un ancien pilote. Fait qu'il y a plus de connexions. Puis ils sont quand même assez bien nantis. On ne parle pas de famille multimilliardaire comme la famille de Nicolas Latifi, la famille de Lance Stroll, mais on parle quand même de familles qui sont assez bien nantis. Et Jordan, je n'ai pas l'impression qu'il vient de ce milieu-là. Donc, pour un commanditaire ou une équipe potentielle, c'est qui le meilleur candidat? Ça va être celui qui a un background en course, qui est facilement sponsorable et aussi qui a de l'argent. Fait que Jordan fait partie de la catégorie des pilotes de karting qui sont exceptionnels. Il y a beaucoup, beaucoup de pilotes qui sont là aussi, mais qui ne feront jamais de Formule 1 parce qu'ils n'ont pas, malheureusement, 1 à 2 millions par année pour aller dans la formule suivante et ensuite 3 à 4 millions pour l'autre formule suivante pour ensuite être capable de te faire 10 millions par année en Formule 1 avant que tu sois enfin payé. Fait que c'est ça. Selon moi, c'est ça les raisons parce que j'ai aucune autre raison. Je veux dire, je ne veux pas pointer personne du doigt, mais Jordan est meilleur que beaucoup, 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 beaucoup de gens en Formule 1, selon moi. J'ai l'impression que tu vises quelqu'un du doigt, puis c'est une question que j'attends de te poser tantôt. Vas-y. Isaïe, tu es prêt pour notre segment épée au génie? Oui, donc Zach, notre segment épée au génie, ça permet, on va te poser une question, ça permet de voir
dans quelques années, quelques semaines, si tu es un épais au génie, par ta réponse et par le résultat du sport. Donc, notre question Parfait. pour toi, Zach, à quand verra-t-on une domination autre que par Mercedes? À partir de l'an prochain ou dans 2 ans, si ma mémoire est bonne, il va y avoir une limite en termes de budget pour les équipes. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que ça va changer. C'est sûr, sûr, sûr que ça va changer. Par contre, Mercedes ont un plus d'auto dans leur sac. Mercedes, c'est une entreprise automobile aussi. Et par le passé, c'est sûr qu'il y a des technologies qui ont été testées, pas en Formule 1, mais sur des voitures de route. Aujourd'hui, un énorme marché pour les voitures qui coûtent 2-3 millions de dollars quand même. C'est quelque chose qui fait en sorte que, selon moi, Mercedes va être capable de potentiellement retrouver une dominance après l'égalisation des budgets. Mais moi, je pense que rapidement, dans 1 ou 2 ans, on va avoir une saison ultra intéressante avec plusieurs autres équipes qui vont être beaucoup plus compétitives. Mais quand est-ce que Mercedes va devenir est-ce qu'ils vont devenir dominants? Je pense que ça va dépendre beaucoup des pilotes qui vont remplacer Lewis Hamilton. Parce que là, faut pas, je veux dire, entre Lewis et les prochains pilotes, il y a quand même un bon gap. Tu sais, Lewis a 35 ans, mais Max, Charles, sinon, il y a aussi Gasly, me semble, et Ross, le pilote anglais. Russell. Ouais, George Russell. Il y a beaucoup, beaucoup de pilotes qui sont excessivement talentueux, qui ont tout ce qu'il faut pour être des prochains champions du monde. Je pense que ça va être plutôt une game d'échecs à voir qui va avoir les bons pilotes, qui va avoir. Moi, j'ai un fait pour Max Verstappen, qui, s'ils sont capables d'avoir Max, je pense que Mercedes va retourner dominant. Mais je pense que ça va dépendre des pilotes, beaucoup. Fait OK. que tu as dit 2 ans? C'est ça, Selon moi, c'est 2 ans. Ben, 2 ans? je vais te dire 2 ans parce que selon moi, c'est à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, que les règles vont changer. Moi, je pense que dans 2 ans, Mercedes vont être beaucoup moins dominants qu'ils le sont aujourd'hui. Mais après ça, ça pourrait retourner à Mercedes. OK. Parfait. Parce que là, maintenant, on les prend en note. Hein. Fait que là, Ben, vas-y. les prochains invités, là, vous pouvez avoir peur parce que maintenant, on les prend en note. C'est Euh, parfait, ça. Good. On va passer au segment, je veux dire segment découverte. Tu as parlé de Max Verstappen, mais as-tu un autre jeune pilote que tu conseilles aux gens de surveiller? Que je conseille aux gens de surveiller. Évidemment, Charles Leclerc, parce que Max et Charles sont des rivaux qui datent beaucoup d'avant la Formule 1. Les deux ont fait du karting en même temps dans les mêmes séries. J'ai vécu des rivalités comme ça avec certains pilotes. Puis connaissant que Max a commencé à l'âge de, me semble, c'est 6-7 ans, c'est peut-être une rivalité qui remonte de son enfance, si ce n'est pas dire jeune adolescence. Ça fait des rivalités qui sont excessivement intéressantes. Puis les deux, si c'est un rival de Max, ça veut dire qu'il est extrêmement performant aussi. Charles Leclerc, il faut toujours le regarder, c'est évident. Fait que surveiller Charles Leclerc, surveiller George Russell. Je crois que Pierre Gasly a eu des très bons résultats aussi. Puis je me limiterai à ça. Il y a d'autres pilotes probablement qui méritent d'être là aussi, mais je ne les connais juste pas. OK. Parfait. J'aime ça que tu ignores toujours un nom. Ma question devient de meilleur en meilleur. Veux-tu passer à notre segment actualité, Isaïe? Oui, donc on va revenir avec Mercedes. Est-ce que tu penses que l'immense domination de Mercedes fait mal au sport en ce moment? Oh, c'est une excellente question, ça. Est-ce que ça fait mal au sport? Lewis est extrêmement charismatique. Je crois qu'il compense pour ça. Mais c'est un bon point. La Formule 1 a été extrêmement populaire dans les années. Mais en même temps, il faut vraiment checker les statistiques. Si on est capable de sortir les statistiques, une domination comme Lewis, on a vu ça avec Michael Schumacher pendant presque 10 ans. Est-ce que le sport souffrait à ce moment-là? Il était en déclinaison, c'est sûr, mais c'était peut-être pas à cause de Michael, plus à cause du promoteur à l'époque. Je ne me souviens plus de son nom. Mais la personne qui a vendu la Formule 1 aux Américains en 2016, si ma mémoire est bonne, ça a fait un énorme bien pour le sport parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir les gens qui pouvaient dire leur opinion sur Twitter puis que ça passe aux pistes. Sur la course, c'est à ce moment-là que les pilotes ont vraiment dû s'investir plus dans le côté fans de la chose. La Formule 1 est devenue beaucoup plus accessible qu'avant. Avant, c'était vraiment extrêmement clos, presque c'était très élitiste.
La domination de Mercedes, je ne crois pas qu'elle fait mal à la Formule 1 parce que Lewis est sur le bord de battre tellement de records. Mais je pense que si ça dure encore pour 5 ans, c'est sûr que ça va faire mal. Les plus belles années de la Formule 1, selon certains, ça va probablement être dans le temps d'Ayrton Senna et d'Alain Prost ou dans le temps de Niki Lauda et de James Hunt. Et en fait, les points communs de ça, c'est de la compétition féroce où on ne sait pas qui va gagner. Parce que peu importe le sport, je pense qu'il n'y a rien de plus excitant qu'un bon match et de la bonne compétition. Fait que c'est ça. Je pense que vu que Lewis est un excellent pilote et qu'il va battre des records, c'est pas trop pire. Mais ça devrait. Il y a vraiment comme un beau pool qui s'en vient qui va rattraper tout ça plus tard. Mais tu sais, c'est que moi, mon problème avec ça, c'est que c'est pas nécessairement la première position qu'on sait toujours, c'est même la deuxième qui est souvent la même. Ouais. Qui est souvent Bottas, le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes. Moi, c'est ça que je trouve qui fait mal au sport, c'est que c'est qu'il n'y a même pas de compétition au championnat des pilotes, mais il y a encore moins de compétition au championnat des constructeurs. Mm-hmm. Mais écoute, est-ce que ça fait mal au sport? C'est sûr que ça ne l'aide pas. C'est sûr que les gens veulent voir la compétition. En même temps, il y a aussi Max qui est toujours. Je crois que ça ne fait pas tant mal au sport parce qu'au contraire, les gens savent tellement que Lewis va gagner que la deuxième et troisième position est hautement débattue. Max a montré des coups de génie plusieurs fois. Valtteri Bottas aussi est très performant. Puis il y a les occasionnels autres pilotes qui vont se rendre sur la marge du podium. Fait que ça rend ça excitant. Il y a toujours les 3 4, les autres positions en arrière qui sont le fun. Fait que je pense que c'est pas si pire. Mais c'est sûr que c'est pas une situation qui est idéale pour le sport. OK. C'est bon. Je vais te demander, on ne l'avait pas noté dans nos sujets. Tu as sûrement regardé la série Drive to Survive. J'en ai écouté plusieurs épisodes, oui. OK. Comment tu as trouvé ça? Vraiment très bon. Vraiment très, très bon. Ça l'a mis toute Isaïe, la. sais-tu de quoi qu'on parle? Ou, J'ai entendu, mais sans plus, j'ai rien écouté de ça. Mais Isaïe, peut-être un petit résumé, ouais, pour ouais, c'est les gens qui ont. Ouais, c'est que dans le fond, Drive to Survive, c'est une série qui couvre l'ensemble de la saison de la F1. Je pense qu'il y a eu 3 saisons, je pense, jusqu'à maintenant, ou 2. En tout cas, c'est 2 ou 3. Puis c'est complètement addictif, là. Moi, là, j'ai complètement dévoré les épisodes. Tu vois tellement l'autre côté de la médaille de la F1, là, toute la gestion de l'équipe, même jusqu'au comme un peu au siège social de l'équipe, où il y a les ingénieurs, tout ça. Tu vois que, mettons, les équipes pas de premier plan, là, les équipes de fond de grille qui se cassent la tête pour ne pas finir dernier, puis d'aller chercher comment c'est important pour eux d'avoir une 10e position qui donne 1 point. En tout cas, moi, j'en parle vraiment gros, là, puis là, je prends la place à Zach, mais pour vrai, moi, j'ai trippé. Fait que maintenant, Zach, toi, est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé la série. Les épisodes que j'ai écoutés, j'ai beaucoup apprécié. Puis ça montre vraiment une belle, sans être trop cliché, sans être quétaine, si on veut. C'est excellent. Ça montre, je veux dire, la course, c'est ça. Puis peu importe le niveau, je veux dire, c'est un sport qui est tellement technique. On travaille tellement avec de la passion forte, tellement avec des. Tu sais, je veux dire, les gens qui sont dans la course, ils ont de l'essence dans les veines. Puis ça paraît, en écoutant cette série-là, on le comprend puis on le voit. Fait que oui, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai aimé voir le. Moi, c'est aussi ce qui m'a impressionné, c'est les décisions politiques et quasiment un peu de politique par rapport aux commanditaires, par rapport à des fois des anciennes équipes comme Williams qui ont beaucoup de misère actuellement, mais qui, juste à cause de leur nom, sont capables d'avoir. En fait, je pense à ça. Ça fait penser un peu aux Canadiens de Montréal qui ne sont pas toujours les plus performants, mais qui ont tellement une ancienneté incroyable qu'ils vont rester dans le sport. Mais Williams fait partie un peu de cette catégorie-là. Puis c'est intéressant de voir que c'est sous toute la ligne, tous les gens qui sont dans la Formule 1 sont passionnés. Tout le monde adore ça. Tout le monde en mange. Tout le monde donnerait leur vie puis un rein pour que le voir leur pilote. Justement, des fois, ça peut être un point au championnat. Fait que non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. OK. Isaïe, vas-y avec segment controversé, mais je veux que tu me laisses celle-là que j'évite depuis tantôt. J'ai l'impression que je sais où ça s'en va, mais j'ai hâte de voir. La première en tout que tu veux garder? Oui. Parfait. Donc, selon toi, qui est le meilleur pilote de la F1 si on donnait tous la même voiture? Je crois que c'est Lewis Hamilton.
Ah ouais, encore? et tabarouette, Ouais. je m'attendais à une réflexion. Moi, Ouais, c'est. non, je pense que oui, parce que Estic, je veux dire, il est tellement complet comme pilote. Je veux dire, est-ce qu'il gagnerait chaque course? Non. Max, il donnerait beaucoup de fil à retordre, selon moi, parce que Max est viscéralement tellement rapide. Mais Lewis est tellement professionnel sur plusieurs niveaux. J'ai l'impression que c'est lui qui, finalement, peut-être de façon serrée, mais j'ai l'impression que si on répétait l'expérience 10 fois ou 100 fois, un championnat où les pilotes, ça c'est mon côté un peu scientifique qui ressort, mais si on répétait l'expérience souvent où on avait un championnat avec toutes les mêmes voitures, je pense que Lewis sortirait gagnant la majorité du temps, c'est sûr. OK. Ah Hands ouais, down. Ça, my c'est mon God, que opinion, ouais. la réponse est plus courte que j'aurais pensé. T'en penses quoi, toi, Anthony? Et je suis pas assez connaisseur là, tu sais, à fond, là, mais moi, je pense que ce serait 50-50 Verstappen-Hamilton. OK. Genre, Je- Verstappen, je le trouve tellement comme courageux là, en piste. Là. Je le trouve que, tu sais, pour vrai, ce gars-là va mourir un jour en Mhm. piste. Non, peut-être pas, là, parce que je ne veux pas être prophète de malheur. Là, c'est un moment donné où il meurt, genre dans 3 ans, puis là, quelqu'un retrouve que j'ai dit ça. Ils vont dire, crime, c'est Dans 3 arrangé. ans, votre podcast va être rendu assez gros que, mon Dieu, il y aura des gens, ses parents vont entendre ça, vous allez vous faire poursuivre. Non, non, on ne souhaite pas la mort, mais tu as amené un super bon commentaire, Anthony. Les pilotes, les pilotes légendaires, ce n'est pas ceux avec les meilleurs palmarès. Ayrton Senna a gagné un championnat. Gilles Villeneuve n'a jamais gagné le championnat, mais c'est considéré comme un des pilotes les plus talentueux qu'il y a. C'est qui va dominer en Formule 1? Oui, Max, c'est sûr qu'il va gagner des courses. Il va peut-être faire plus de pôles. Il est tellement talentueux, il est tellement exceptionnel comme pilote, sauf qu'il est encore trop immature pour gagner des championnats, selon moi, constamment. Ça a l'air de rien, mais une course de 2 heures puis une préparation de plusieurs mois peut tout être gâché en un seul coup de volant dans un seul virage. Ouais. Si Max a trop la tête chaude à certains moments et décide de faire un dépassement qui, oui, on le connaît pour ses dépassements absolument exceptionnels, mais c'est parce que en course, il y a une notion en course qu'on appelle le racecraft. Le racecraft, c'est l'art de courser. Fait que il ne faut pas juste être rapide sur un circuit, il faut être capable de gérer une course, être capable de faire les bons dépassements au bon moment. Puis c'est tout que je dis art parce que c'est tout un art vraiment. Max a un bon racecraft, mais il manque de maturité là-dedans. Puis c'est vraiment plate à dire, mais je n'ai vu aussi, même en karting, des pilotes exceptionnels qui, juste parce qu'ils étaient un petit peu trop pressés à ce virage-là, ont une collision, ont une sortie de piste, ou ont même, plus niaiseux que ça, ont perdu 2 positions qui n'ont pas été capables de rattraper après. OK. Fait que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus que le talent et la performance et la vitesse. Être un pilote dominant en Formule OK. Bon, on est maintenant à ma question 1. controversée. J'ai l'impression que c'est une des bonnes questions controversées de tous les segments controversés. Là. Ça fait 17 qu'on fait, vu qu'on exclut la FAQ à l'épisode 5. Je vais te demander, tu as coursé contre, tu l'as côtoyé, Oui, tu as été un de ceux qui a pu m'en parler le plus en détail. oui. Est-ce que Lance Stroll est là par talent ou par famille? Oh boy. T'as-tu 2 heures? C'est ça que tu vas me répondre? Non, c'est ça. En fait, non, j'ai-tu 15 secondes. Excuse-moi, c'est pas vrai. Parce que je dirais, et je veux dire, regarde, je m'excuse, il est là par sa famille. C'est Oh, vraiment le plate à dire. statement! Écoutez, je le dis avec beaucoup de confiance, puis je veux dire, je m'excuse, Lance, si un jour il entend ça. Et Euh, j'aimerais ça qu'ils entendent parce que j'aimerais ça qu'ils viennent débattre ça ici. ben, écoute, Lance, je vais donner mon opinion par rapport à Lance. Lance, c'est un bon petit gars, je veux dire. Je l'ai côtoyé aux courses, on ne s'est jamais vraiment parlé, mais je veux dire, je l'ai vu très souvent. Il faisait partie du paysage des courses. Je connais des gens qui l'ont connu beaucoup. Lance, c'est pas un pilote talentueux. Je le dis ici, je le répète toujours. C'est pas un pilote de talent brut. Puis la raison pourquoi je dis ça, on va essayer de comprendre. Je suis pas en train. Je respecte Lance Stroll. C'est un pilote que je respecte. C'est pas un pilote que je trouve qui a du talent, mais c'est parce que les gens mettent tellement d'emphase sur son talent qu'ils mettent de l'emphase à la mauvaise place. Lance, quand il a commencé à courser, il était pas bon. C'est pas vrai que c'était le meilleur pilote de 8 ans à sa planète. C'est juste pas vrai. J'ai vu des pilotes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus talentueux que lui. Mais est-ce que j'ai vu des pilotes aussi tenaces que lui, qui travaillent aussi fort, qui font tout ce qu'ils ont à faire pour faire ce qu'il fait aujourd'hui?
Par contre, ça, je dois dire que non. Lance a travaillé extrêmement fort pour être où est-ce qu'il est. Lance a bien sûr eu un chemin qui a été pavé pour lui et en fait, pavé, je pense qu'il y a même eu des villes qui ont été construites sur cette route-là en chemin. Mais tu sais, ça reste que Lance, tout ce qu'il avait à faire, c'est de vouloir faire ça et de travailler fort, mais ça reste qu'il l'a fait pareil. Être à sa place, j'aurais probablement pas été capable. Lance, il faut lui donner le mérite qu'il a probablement énormément de pression venant de sa famille, venant de son environnement. Justement, le pauvre n'a pas choisi d'avoir un père multimilliardaire qui a lui donné toutes les opportunités. Donc, il doit toujours se prouver qu'il faut qu'il soit meilleur que ça. C'est une pression qui est immense, puis pour ça, je le respecte beaucoup. Mais je m'excuse, mais Lance Stroll, il est là à cause de ça. Puis en fait, ça va de soi parce que la plupart des pilotes sont là pour ça aussi. À part Max puis Charles Leclerc, puis même ça, mais je veux dire, comme j'ai parlé, Jordan Lennox, qui est un des pilotes que je respecte le plus en karting, et plusieurs autres pilotes qui sont honnêtement, je veux dire, je m'excuse, bien meilleurs que la moitié de la grille en Formule 1, ils ne sont pas en Formule 1 pour une raison monétaire et ou d'opportunité. La Formule 1, c'est le sport qui coûte le plus cher à se rendre dedans et de loin. Fait que c'est ça qu'on voit. Tout l'élite de Formule 1 est blindé. T'sais. Fait que c'est ça. OK, je vais argumenter. Moi, ma position est plus mitigée que ça, mais mon opinion vaut quoi? J'ai jamais mis les fesses dans un karting ou rien. Fait que, mais ma question que je te poserais, c'est tantôt, je vais utiliser tes paroles contre toi. Tantôt, tu as dit que lorsqu'il pleut en karting, c'est ça qui fait, ou en course automobile, c'est ça qui fait sortir les meilleurs pilotes. C'est vrai, ça. Et Lance Stroll est un bon courseur sous la pluie. Donc, c'est un bon point, ça. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Quelle est ma réponse à ça? Est-ce qu'il est le meilleur sous la pluie? Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est une bonne question, Anthony. Oui, c'est vrai. Je dois dire qu'en ce moment, je me mords un peu la langue, mais ça reste que oui, c'est un bon pilote sous la pluie. C'est vrai. Ayrton Senna est un excellent pilote sous la pluie. C'est aussi un excellent pilote sur le sec. Il était dominant partout. Si Lance est seulement dominant sur la pluie, il y a peut-être autre chose qui se passe. Mais tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Ben, je veux dire, il est un pilote de talent. Selon moi, c'est pas un pilote qui est talentueux, mais c'est sûr qu'il est meilleur que la personne moyenne. Là. Ça, c'est direct. Je veux dire, Lance, mettons un Lance au naturel contre n'importe qui écoute le podcast, à quelques exceptions près. Lance va vous racler une volée. Je veux dire, c'est quand même un pilote de course professionnel. Mais la question, c'est, je veux dire, est-ce qu'il est là à cause de son talent ou à cause de son argent? C'est sûr qu'il est là à cause de son argent parce qu'il n'est pas talentueux au point où ça le démarquerait tellement des autres qui auraient un ticket en Formule 1. Pour avoir ce genre de talent-là, pour aller directement en Formule 1 à cause de son talent, ça prend un talent qu'on voit une fois aux 50 ans, peut-être une fois aux 100 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est tellement difficile de rentrer dans ce sport-là. Je pense que cette question-là est vraiment bonne. C'est une excellente question pour la Formule 1 parce que ça vous permet de comprendre ce que c'est, mais ça s'applique mal parce qu'il n'y a aucun pilote en Formule 1 qui est là à cause de son talent à 100%. C'est juste pas le cas. C'est pas le hockey, c'est pas le baseball, c'est la Formule 1. Plate à dire, mais c'est un sport de nantis. Fait que, oui, Lance, il a un certain talent. Oui, il est bon sur la pluie. Mais moi, selon moi, il n'a vraiment pas été impressionnant depuis les dernières années qu'il était en Formule 1. Je lui souhaite le mieux pour sa carrière, puis j'ai l'impression qu'il va faire de mieux en mieux. Puis ça se pourrait très bien qu'il fasse plusieurs autres podiums dans sa carrière. Je lui souhaite des victoires. Je ne pense pas qu'il va gagner le championnat. Ça, c'est ce que je pense. OK. Sur ce statement, je pense que c'est le temps de te dire merci, Zach, d'être venu à Inspiration. Mais ça me fait vraiment plaisir. Merci, Anthony et Isaïe. Pour vrai, je suis vraiment content que tu es venu nous démystifier ce monde-là. Toi, Isaïe, comment tu as trouvé ça? J'ai été vraiment captivé de découvrir vraiment un nouvel univers. Donc, merci, Zach, de ta présence. Ça me fait vraiment plaisir, les gars. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis, ben, écoutez, aux gens d'Inspiration, je vous suggère juste allez voir c'est quoi le karting, allez voir c'est quoi la Formule 1, tout ça. C'est des sports qui méritent leur attention. C'est vraiment fantastique. Puis, allez à votre piste de karting locale pour aller faire quelques tours. Vous allez voir, c'est vraiment très fun, ça, c'est sûr. Donc, sur cette recommandation de Zach, on vous rappelle que nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter,
toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts et même YouTube. Donc, allez nous suivre là si vous aimez ce qu'on fait. Sinon, on apprécie bien les 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est vraiment ce qui fait la différence pour nous ou d'aller nous suivre sur nos pages, nos différentes pages où qu'on est présent. On a même, pour ceux qui ne savent pas, d'après moi, pas mal tous ceux qui écoutent le podcast, c'est ça, mais on a le jeudi meme qui est bien populaire. Le jeudi meme est un meme, une blague à propos de l'épisode à peu près 10 jours après que l'épisode est sorti. Oh boy, j'ai hâte de voir. Et c'est ça. Et il faut avoir écouté l'épisode pour le comprendre. Donc, après ça, on dit un autre gros merci à Drummond Music d'être là. Je sais que c'est des temps qui ne sont pas faciles pour des entreprises d'événements comme Drummond Music. Puis, on apprécie vraiment leur support dans ces temps qui sont difficiles. Ça fait toute la différence pour nous d'avoir un audio qui est vraiment plus facile à écouter. Donc, sur ce, après, après avoir déclaré notre podcast Majeur et vacciné, enfin, 18 épisodes, on vous dit à dans 2 semaines pour un prochain concept d'inspiration. Yes, merci, Zach. Hey, ça me fait plaisir. Salut les gars.